Jacques Neve, bonjour. Bonjour Mathieu. Vous êtes expert en horlogerie à la CNES. Vous avez voulu nous montrer une horloge qui, en tout cas pour un néophyte, a l'air excessivement simple, pour nous expliquer l'œil de l'expert. C'est tout à fait par hasard que je suis tombé sur cet objet dans l'arrière-boutique d'un antiquaire de Mons. Le cadran m'a attiré l'œil tout de suite. Je me suis dit, tiens, ce n'est pas du tout dans le style des cadrans que je vois sur les pendules de parquet d'habitude. Je n'ai pas reconnu le style non plus. J'ai regardé si l'ensemble avec la boîte correspondait, si ce n'était pas un mariage de deux éléments. L'objet me plaisait, il n'y avait plus qu'une question de prix. Le prix a été conclu assez rapidement et convenait aux deux parties. Je suis parti avec l'objet. Après ça, c'était un chemin de découverte, une autoroute. Et absolument fantastique, un voyage que je ne regrette pas d'avoir fait, surtout quand j'ai découvert les premiers acquéreurs de cette pièce. Alors le chemin était un peu compliqué au départ parce qu'il n'y avait rien de commun dans ceci, ni dans la caisse, ni dans le cadran, ni dans le mouvement, parce que c'était plus ancien que ce que je voyais d'habitude. La première démarche que j'ai faite, c'est d'essayer d'en trouver l'origine. Où cela peut-il bien pu être fait? En regardant le type de mouvement, on peut penser probablement anglais, peut-être hollandais, certainement pas français, et peut-être local, qui était donc sous la domination espagnole à l'époque, mais en tout cas au plus tard, au début du XVIIIe siècle. Et en fait, en cherchant un petit peu, on regarde les indications, et dans les indications qui sont sur ce cadran, on voit d'abord, bien entendu, les heures, les minutes, mais il y en a d'autres. Il y a le jour de la semaine, le quantième du mois, les secondes, les phases de lune au-dessus et l'âge de la lune en dessous. Ce qui est assez exceptionnel pour ce type de cadran et surtout montré comme ça. Surtout les jours de la semaine, on voit qu'il est marqué en dessous jour de la semaine mais avec un grand I au lieu d'un J majuscule. Mais quand on regarde les plaies des jours de la semaine dans la petite fenêtre, qu'est-ce qu'on voit? Vrij, zater, zon. On est en néerlandais, donc on n'est certainement pas en Angleterre. Il y a du français, il y a du néerlandais. On est au Brabant. À partir de là, il fallait chercher qui sont les propriétaires des armoiries. Ce sont des armoiries de mariage, effectivement, parce que gauche et droite sont radicalement différentes. Et c'était souvent ce qu'on faisait sur des cadeaux qui étaient présentés lors des mariages ou des commandes spéciales. Donc, si c'était Brabançon, il y avait des chances que je puisse trouver l'origine de ces armoiries à l'association de la noblesse à Bruxelles. J'ai pris donc le cadran sous le bras et je suis allé à l'association de la noblesse et j'ai demandé aux personnes qui étaient là, il y avait des kilomètres de documentation qu'on pouvait accéder, etc. Mais j'ai demandé de l'aide, on m'a dit « Ah oui, c'est très bien, mais on ne sait pas si c'est belge ou si c'est autre chose ». J'ai dit « Bon, par déduction, on peut croire que c'est de toute façon local. On ne peut pas parler de la Belgique qui n'est née qu'en 1830. Donc on parlera ici de ce que c'était à l'époque, mais comme on ne sait pas encore la dater, est-ce qu'on était sous domination espagnole, française ou autre? On cherche un petit peu et on trouve, après une heure, on trouve les armoiries de gauche à qui elles appartiennent. Et elles appartiennent effectivement à quelqu'un d'important, de la famille Christin. C'était une famille riche, importante, avec beaucoup de terres et beaucoup de titres. On a donc pu retrouver facilement, d'après les armoiries, qui étaient les personnes qui avaient commandé ça et pour quel mariage. Et d'ailleurs, on a retrouvé tout de suite leurs portraits aussi. Les voici. Il s'agit donc ici de Libert François Christin, vicomte de Tervuren et de Duisbourg, conseiller au Conseil souverain du Brabant par Charles II, conseiller au Conseil de l'Amirauté suprême, vice-chancelier du Brabant, et de Madame Isabelle Françoise Walravens, bourgeoise du Brabant, d'une famille très importante et très bien établie. On sait aussi que le mariage a eu lieu en 1670, et ça c'est important parce que ça nous la ramène très tôt dans la fabrication des pendules de parquet en Belgique, dont l'apogée était vraiment à partir de 1750, surtout en région liégeoise, mais il y en a eu aussi à Bruxelles, à Gand, à Anvers et ailleurs. Ce boîtier, effectivement, est plutôt 18e siècle, local, oui, mais probablement post-date la pendule de 50 ou 60 ans. Il est aussi beaucoup trop sobre et de décoration beaucoup trop simple pour avoir été avec cette pendule. Par contre, ce qu'on sait avec certitude, c'est que ce boîtier a été fait pour cette pendule, mais postérieurement, qu'il n'est donc pas sa première coquille, si on peut dire. Donc,
On ne sait pas dans quoi cette pendule a été livrée à l'époque, probablement dans un boîtier beaucoup plus riche, plus haut, plus imposant, avec soit de l'ébène, peu probable, plutôt du poirier noirci comme ça se faisait à l'époque, à la fin du XVIIe, ou aussi ça pourrait être à la mode hollandaise avec beaucoup de marqueterie. Ça restera un mystère, on ne sait pas. Ça pouvait être aussi encastré dans un meuble beaucoup plus grand, ce qui expliquerait pourquoi il en a été séparé depuis lors, ou même dans un lambris, dans un mur. Tout ça, ce sont des possibilités, ça restera de la conjecture. Toujours est-il que ce boîtier était entièrement construit pour cette pendule, parce que le match est absolument parfait, la manière dont le cadran se marie à la fenêtre est parfaitement exacte comme il doit être, vraiment dans les règles de l'art. La lunette du balancier qu'on voit ici est parfaitement alignée au trou pour quelqu'un qui se trouve à environ 1 mètre devant la pendule pour qu'on puisse le regarder très légèrement vers le bas. Les poids, heureusement, ont survécu, les poids et le balancier ont survécu avec la pendule, surtout ce balancier qui est très particulier, un balancier en soleil en plomb doré à 2 faces, c'est-à-dire qu'on le tourne dans un sens ou dans un autre, il sera toujours bon. Jamais vu non plus, c'est très antérieur aux grandes lentilles en laiton qu'on verra plus tard au XVIIIe et au XIXe siècle. Les poids ici sont bien entendu accrochés avec ce qu'on appelle du boyau de chat. Dans les termes usuels en Belgique et en France, et en français on appelle ça du boyau de chat. C'est le même matériau dont on faisait des raquettes de tennis quand nous étions jeunes. Ça se faisait toujours. Mais ça n'a rien à voir avec les chats, parce que s'il fallait tuer suffisamment de chats pour produire ça, je crois qu'il n'y aurait plus de chats, il y aurait plus de chats en Europe depuis bien longtemps. En fait, le boyau de chat vient d'une traduction de l'anglais, parce que les Anglais disent catgut, mais en fait catgut était un raccourci de cattle gut, et cattle gut ça veut dire du boyau de bovin. Et donc, ceci, c'est bien du boyau de vache, réellement. Donc, c'est un terme qui est passé du français à l'anglais et qui est revenu en français dans l'autre sens, et d'où bien peu de personnes le savent, mais c'est amusant, c'est une belle anecdote. Qu'est-ce que le boîtier nous apprend en plus du fait qu'il n'était pas d'origine? Voilà, alors ce boîtier a subi des restaurations. On peut dater ce boîtier d'environ 30 ou 40 ans près. C'est bien d'abord de toute façon de fabrication brabançonne, c'est ce qui se faisait localement vers 1740-1760. On voit ça par le type de charnière, par le type d'ouverture de clé. On voit ça aussi, la manière dont les charnières sont fixées dedans, clouées, devant, derrière, et quelquefois avec les clous qui ressortent comme ça, c'est tout à fait typique. Ces meubles, en général, étaient cloués, très curieusement, et dans certains cas, on cachait le clou avec une cheville par devant, pour faire croire que c'était entièrement chevillé, mais c'est souvent très cloué. Celui-ci, effectivement, est cloué partout. Il est parfaitement fabriqué pour cette pendule. C'est très curieusement aussi cette charnière-ci et cette ouverture de serrure à l'extérieur est visible. Ça, c'est assez inhabituel, ce qui montre que le meuble a été fait d'une manière plutôt fonctionnelle après pour marier le cadran. Heureusement, ils l'ont fait d'une manière extrêmement sobre, ce qui est tout à fait de caractère avec le cadran. Et c'était assez typique à l'époque d'avoir des cadrans très sobres, mais d'un modernisme étonnant. Si on regarde ce qu'on appelle en anglais la chapter ring, c'est-à-dire la bague numérique qui indique les heures, elle est d'un modernisme avec cette espèce de pointillé qu'il y a autour, et toute la manière dont la quadrature le cadran est montré, ses aiguilles et tout est agencé, c'est sobre, ce n'est pas du tout surchargé. Mais c'est aussi l'avantage d'un boîtier comme ceci, c'est que la première chose qu'on regarde, c'est le cadran. Le cadran, pour une pendule, c'est vraiment la première chose qui doit attirer l'œil, et c'est pour ça que celui-là doit être vraiment le plus parfait possible. Et c'est ce qui vous a attiré lorsque vous l'avez vu au fin fond d'une remise ou d'une arrière-boutique d'antiquaire?
C'est le cadran qui vous a interpellé? Tout à fait, tout de suite. C'est un cadran inspiré de ce qu'on faisait en Angleterre et un peu en Hollande à l'époque. Et effectivement, en Belgique, on en a fait un peu plus tard. Surtout un bachelier à Bruxelles, qui était 30 ou 40 ans après celui-ci, a fait des choses absolument fantastiques, aussi inspirées et très sobres dans ce style-là. Ceci n'est vraisemblablement pas Bachelier, parce que ça prédate ce que lui faisait. Est-ce qu'ils se sont connus? Ça, c'est de la conjecture pure et simple. Bachelier, qui était un des grands horlogers bruxellois du début 18e, et qui a fait des pièces absolument somptueuses. Et donc on ne sait pas qui a fait cette horloge? Non, non, ça c'est inconnu, et on ne peut même pas supposer. Ça ne ressemble en rien à ce qu'on sait. Le fait est qu'il y en a eu tellement peu et qu'on est très très tôt. Ce qui est très intéressant, c'est que c'est quelqu'un qui était vraisemblablement très au courant de ce qui se faisait en Angleterre, parce que, pour parler de la technique cette fois-ci, elle a un échappement à encre, et les échappements à encre, en 1670, on est au tout début, quand ils sont apparus en Angleterre, à 10 ou 15 ans près. Donc c'est très tôt, et cette pendule n'a jamais eu un échappement différent qu'un échappement à encre, bien que celui-ci, la première version de l'échappement à encre qui a été posée dedans, a été modifiée très rapidement après parce qu'il ne marchait pas bien. Il a fallu changer un petit peu la géométrie, et avec une version améliorée qui a été faite vraisemblablement dès le début, parce que c'était donc peut-être une pendule un peu expérimentale aussi, du fait que c'était probablement la première fois que l'horloger qui a posé cet échappement dedans ait fait une pendule avec un échappement comme celui-là. Mais c'est de la conjecture. On voit en l'examinant de près que la construction est tout à fait homogène du XVIIIe siècle, avec un panneau arrière qui est d'un seul tenant jusqu'en bas. Par contre, on voit aussi que l'empiètement est beaucoup plus récemment restauré, et c'est tout à fait classique pour les pendules de parquet anciennes, surtout du XVIIIe ou plus anciennes que ça, parce que ces pendules étaient placées sur des parquets, ou plutôt sur le sol en pierre, souvent, et que ces sols en pierre devaient être nettoyés à l'eau. Donc l'eau arrivait dans l'empiètement, remontait et pourrissait l'empiètement. Donc beaucoup de ces empiètements ont soit souffert ou complètement pourri. Celui-ci a dû avoir souffert pas mal, parce que toute la partie intérieure a été entièrement restaurée, et c'était vraisemblablement nécessaire. Donc il faut l'accepter, ça fait partie de la vie de l'objet. Un objet comme ça qui a survécu 300 ans d'une manière intègre, généralement n'a pas été construit exactement comme vous le voyez. Il ne faut pas rêver non plus. Est-ce que lorsque vous avez acheté cette pendule, vous l'avez retravaillée, ou était-elle en état parfait? Non, pas du tout. Elle était complète. Elle était en bonne santé, si on peut dire. Elle était homogène. Tout y était. Nous avons quand même dû faire une restauration plutôt conservatoire. C'est-à-dire on ne modifie rien, on nettoie, on rend la pièce fonctionnelle, mais il faut faire ça d'une manière vraiment la plus gentille possible, tout en rendant, si possible, son éclat de ce qu'elle était. Et ça, c'est une question de savoir-faire et de connaissances, et grâce surtout au savoir-faire de beaucoup de collègues qui sont plus des conservateurs que des restaurateurs. C'est quelquefois les échanges que nous avons, surtout dans la chambre à ce sujet, nous permettent de faire un travail correct. Et évidemment, un petit peu d'expérience quand même derrière. Y a-t-il autre chose dont vous voulez nous parler par rapport à la technique de cette pendule? Certainement, mais pour ça, on va la démonter en partie. Donc, je vous invite à me suivre à l'atelier. Je vais vous montrer comment on enlève tous les éléments importants en prenant toutes les précautions d'usage. Pour ça, la première chose à faire, c'est de décrocher les poids. Attention, parce qu'ils peuvent être assez lourds. Ceux-ci sont remplis de plomb et font entre 6 et 9 kg chacun. En voilà un. Déposez-le par terre pour qu'il ne puisse pas tomber plus bas. Voilà l'autre. Vous noterez que souvent
le poids du côté de la sonnerie est un peu plus important parce qu'il a besoin de travailler un peu plus dur. Vous arrêtez le balancier. Le balancier reste à l'intérieur. Pour le moment. Ensuite, on enlève le chapeau en le glissant par devant, ce qui est tout à fait typique des pendules de parquet de cette époque. Maintenant, on décroche le balancier, puisqu'on a accès à l'intérieur ici. Voilà, et vous voyez que c'est bien un balancier à double face. Ce qui est curieux, parce que dans un certain sens, inutile, on ne voit jamais que d'un côté. Ensuite, l'ensemble du mouvement peut être emporté. Assurez-vous que les poulies et le fil ne puissent s'accrocher nulle part. Et simplement, l'ensemble est posé dans la caisse. Et nous voilà partis vers l'atelier. Le premier examen que nous avons fait, c'est regarder ce cadran. Nous avons bien regardé les armoiries qui nous ont permis de déterminer qui était le commanditaire. On regarde la manière dont les aiguilles sont montées, la longueur des aiguilles très importante. On voit bien que l'aiguille des heures s'arrête au rail des heures, l'aiguille des minutes s'arrête au rail des minutes, et c'est exactement là qu'elles doivent être, ni trop longues ni trop courtes. Le rail des heures fait 4 divisions par heure, l'aiguille des minutes en fait 5, ce qui est tout à fait normal. Vous voyez ici le détail des phases de lune qui changent. C'est donc un cercle ici qui fait un tour complet en 59 jours déterminant 2 fois 29 jours et demi qui sont une phase lunaire complète, puisque la lune se montrera 2 fois sur un tour complet d'une manière mécanique. Ce qui est intéressant, c'est que le calendrier des jours est activé 2 fois par jour, parce qu'il est activé par l'aiguille des heures sans démultiplication. Donc l'action se fait 2 fois par jour, donc 2 fois apparaîtra la même indication. Avant de le retourner, il y a une chose qui était très importante et qui est très curieuse ici dessus et qui démontre vraiment que c'est une pendule d'un très haut niveau, point de vue luxe, de la manière dont ça a été fabriqué, ce qu'on appelle la bague numérique, ou en anglais plutôt correctement la chapter ring, qui est vraiment une mode anglaise et après hollandaise, qui sont généralement en laiton, gravés et argentés. Ici, ce n'est pas le cas. Ici, nous avons affaire de l'argent massif, ce qui est tout à fait inhabituel et beaucoup plus luxueux, bien entendu. Dans toute ma vie horlogère, je n'ai vu ça qu'une autre fois sur une pendule qui était fabriquée à Ath. Pas tellement loin non plus en fin de compte, mais qui n'était pas aussi ancienne, qui était probablement un peu plus jeune, d'une 50aine d'années. Maintenant, si on regarde le mouvement, on voit aussi qu'on est au plus tard, au début du 18e, et dans ce cas-ci, 20 ou 30 ans plus tôt, du fait de la du mode de fabrication, d'avoir d'abord utilisé une roue de compte, ce qui au 18e était largement abandonné pour les pendules de parquet, parce que si la sonnerie était désynchronisée par rapport à l'heure, il fallait la resynchroniser, il fallait savoir le faire sans rien abîmer, tandis que plus tard on a utilisé surtout des sonneries à râteau. Sur la roue de compte, on observe que l'écartement est différent. Cette roue de compte fait un tour en 12 heures, et donc chaque fois que le bras peut retomber dans une encoche, il arrêtera la sonnerie. Et donc ici, on voit que pour sonner un coup, il va se lever et retomber dans la même encoche parce qu'elle est plus longue. Ensuite, 2 coups pour le tout premier écartement, puis 3, puis 4, puis 5, puis 6, puis 7, puis 8, puis 9, puis 10, puis 11 et puis 12. Et puis on recommence à 1. Ceci est une sonnerie des heures et ne frappe pas les demi, sinon les encoches seraient beaucoup plus longues. La cloche avec son marteau
un beau timbre et c'est certainement la cloche d'origine de très belle qualité en airain, d'où sa sonnerie. Vous voyez ici toutes les commandes, l'arrière des commandes pour les calendriers, 1, 2 et 3 disques qui sont commandés directement par la roue des heures ici devant. Si je peux tourner ça, on voit que la commande se fait par le centre, mais mécaniquement cette pendule est d'une grande simplicité parce que plus c'est simple, mieux ça fonctionnera, toujours. C'est un petit concentré d'intelligence en fait. La finesse de fabrication est exceptionnelle. La manière dont les axes ont été tournés, les axes avec le pointeau au milieu qui permettent de les tourner entre pointes, ce qui était beaucoup plus facile. On voit que l'entraînement de toutes les complications de calendrier qui sont devant se fait par la roue des heures une seule fois plutôt que par un renvoi de rouage. Donc ça devait faire une action 2 fois par jour, donc il fallait faire un double cadran pour tous les jours de la semaine. Et c'est celui-là qui entraîne les 3 autres qui sont derrière en cascade. Donc si celui-ci est bloqué, les autres ne fonctionneront pas non plus, mais on peut par contre, par devant, les faire avancer manuellement sans avoir à accéder à l'arrière, simplement avec le plat du doigt, pour autant qu'ils ne soient pas engagés. Et pour ne pas les griffer, on peut les faire avancer tout simplement, et chacun individuellement. Ce qui est intéressant à noter, c'est que c'est un échappement à encre et qu'on est tout à fait au début de l'utilisation des échappements à encre qui étaient beaucoup plus pratiques et beaucoup plus faciles et beaucoup plus précises que les échappements à verge qui leur ont précédé. C'est une invention anglaise, mais c'est intéressant, on peut voir que ce n'est pas la première version de l'échappement à encre qui n'était pas très bonne, dont la géométrie n'était pas très bien étudiée et dont la précision n'était pas particulièrement bonne. Ceci, on est déjà une version améliorée qui prenait un écartement plus grand des dents, avec une encre et son axe beaucoup plus bas sur la roue d'échappement. Et effectivement, quand on l'examine de près, on voit que la première version a dû exister juste avant, parce que le plantage des roues est un peu différent. Le plantage, pardon, de l'encre de l'échappement est plus bas qu'à l'origine et que ça a été très légèrement modifié, bien que ça, à mon avis, a été modifié soit par son créateur ou peut-être par son successeur. Mais de toute façon, c'est encore une création du XVIIe siècle. Mais je suis persuadé qu'il s'est aperçu que la géométrie n'était pas très bonne et que donc il l'a modifié dès qu'il a vu que c'était possible et qu'une encre plus basse fonctionnait mieux. On peut donc vraiment la considérer comme une pièce unique en son genre, très tôt dans l'horlogerie belge, je dirais pour une pendule de parquet, ce qui confirme vraiment une fabrication d'un très haut niveau, mais particulièrement intéressante, surtout pour le cadran et la façon dont elle a été faite et par qui elle a été faite et pourquoi. Vous avez dit roue de compte. Oui. Qu'est-ce qu'une roue de compte? Une roue de compte, c'est ceci. C'est en fait la première instance, si on peut dire, d'une programmation non effaçable. C'est-à-dire, si on prend ça en termes anglais, ça s'appelle en termes informatiques, ça s'appelle un PROM, Programmable Read Only Memory. C'est-à-dire qu'on peut le programmer une fois, on ne peut plus le changer et ça fonctionne de manière régulière. Dans ce système-ci, le mouvement de sonnerie reçoit l'ordre par une commande mécanique du mouvement de sonner et puis, suivant la position de cette roue au moment où elle est actionnée, la sonnerie précédente, elle sonnera toujours le nombre de coups suivants. C'est-à-dire que s'il a sonné 5 heures précédemment, le coup suivant sera 6, puis après ce sera 7, puis ce sera 8. Et il n'y a pas moyen de faire autrement. Si la sonnerie est désynchronisée, il faut faire pratiquement tout le tour pour que ce soit de nouveau resynchronisé. C'était une manière simple d'exécuter. Il y a eu d'autres procédés qui ont été appliqués, mais qui sont déjà apparus à la fin du XVIIe et au XVIIIe siècle, qui est la sonnerie à râteau, qui était plus compliquée, mais qui était synchronisée de manière permanente. Ce n'était pas encore le cas à cette époque-là. Jacques Neve, merci beaucoup. Merci Mathieu.